Bonsoir. On ne connaît toujours pas la liste définitive des candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et tous les jours, il y a un nouveau rebondissement dans ce feuilleton de la Maison de Verre. Ministre des Sports, maire d'Atécoubé, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi. Dao Paulin est notre invité ce soir dans le talk. Avec lui, nous passerons en revue l'actualité ivoirienne. Et puisque nous sommes mercredi, nos échanges vont se poursuivre sur le canapé de l'After Talk. Débat, analyse, décryptage, l'information, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est sur Live TV, dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir, nous sommes à nouveau très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rendez-vous, c'est le Live Talk. Et nous sommes mercredi, c'est l'acte 3 du rendez-vous. On l'a entamé lundi avec beaucoup de pêche, mardi la pêche continuait. Mercredi, nous sommes toujours... Sur le bateau. Sur le bateau? Hier. Oui, hier on était sur le bateau, donc la pêche était fructueuse. Aujourd'hui, mercredi, nous pouvons faire le point en disant, bah, c'est très bien, je crois que la pêche est bonne. C'est une pêche miraculeuse, dirait... des spécialistes des Écritures saintes. Il y a avec moi tous les soirs la The Team, elle est au complet, elle est bien au taquet. Serge Kouachi, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nazi, comment ça va? Ça va. Sophie Aïda, always shine shine. Shine, shine, always. Hello, Brice. Edith Brou, bleu. Rouge. Rouge. Et toi en noir? Moi en noir. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu en veste? Oui. Ça te va bien. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite, comme vous parlez de tenue, c'est ma petite minute, oui, Fashion. Ma petite minute fashion, oui, oui fashion, parce que j'en ai envie de parler à l'équipe édito. C'est très beau ce soir. Ah Merci, oui. ce soir, Oui. dans tous les soirs, encore plus ce soir. Ce soir, parce que ce soir, je décide de te faire le compliment. Oui, mais sinon, Sinon, je laisse les autres le dire. Ça va, tu es beau tous les soirs. merci mesdames, Tu es merci, frais. merci beaucoup. Donc j'allais parler de l'édito, parce que l'édito, ils se sont fait des t-shirts à eux, hein, justement ça. pour l'an C'est de la 1, en fait, ils ont fait des t-shirts. Donc j'avais décidé d'en parler. Voilà, c'est ma petite minute de... de coup de gueule. Bon, il y a les points saillants de l'actualité d'ici et d'ailleurs, l'essentiel de l'information. On démarre avec le Live Actu. Nouvel épisode dans notre série footballistique préférée, la Casa de la FIF. J'avais même prévu un générique. Comme je suis un peu fâché avec les gars de Lito, je ne suis pas sûr que si je demande, on va me l'envoyer. C'est carrément ce qui se passe aussi pour la Casa de Papel. Moi, à un moment, après la deuxième saison, je me suis dit, il faut qu'ils arrêtent. Mais ils ont continué. C'est ce qui se passe, et donc Casa de la FIF. Quel est ce nouveau rebondissement Eh bien, que nous on avons attendait justement les validations de candidatures qui étaient censées être faites, je l'avais dit tantôt, pour le 10 août, mais on n'a rien vu, si ce n'est que des rumeurs sur les réseaux sociaux qui parlaient bien sûr de la candidature de Drogba qui était soi-disant validée. Eh bien, la commission électorale ne s'est toujours pas prononcée jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui a quand même étonné et attisé un peu la curiosité de tout le monde. Et ce délai dépasse les 5 jours qui étaient prescrits par les dispositions du code électoral. Eh bien, ce lundi en question, le secrétaire de la commission électorale a produit un rapport dans lequel il a fait ressortir de graves manquements dans la conduite du processus électoral par la dite commission. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est d'ailleurs des membres de cette commission même qui ont dénoncé les agissements du président de leur commission en déclarant ne pas se reconnaître dans la décision que lui et certains membres de la commission ont pu adopter le dimanche 9 août. Et il a précisé que la commission est composée de 7 membres. Donc 4 membres sur 7 ne sont pas d'accord avec le président. Alors la FIF a mené ses enquêtes par le comité d'urgence et il en est ressorti des décisions, dont la suspension du processus électoral pour la présidence à la FIF, pour 7 raisons. Première raison, violation du code électoral de la FIF et du mandat que lui a confié l'Assemblée générale. Ignorance des statuts, des règlements et directives de la FIF. Violation de la confidentialité des travaux de la commission par les interventions d'un de ses membres sur les médias et les réseaux sociaux. Atteinte à la crédibilité de la commission électorale. Remise en cause de la neutralité de certains membres de la commission électorale. Perte de la confiance dans le processus en cours et forclusion de la commission électorale pour l'examen et la publication des candidatures depuis le 11 août à 18h. Et bien, au-delà de tout ça, il y a aussi une assemblée générale qui a été convoquée pour le 29 août prochain. Extraordinaire. Extraordinaire, qui a été convoquée pour le 29 août prochain et en attendant, le processus est suspendu.
Si on n'est pas capable de s'entendre pour une simple élection au niveau... Ah non, pas tout de suite, Edith. Non, Non, allez, on parle de football, on parle que de Non, mais je pense... Ça présage de bonnes choses pour la suite, surtout Non, pour je pense l'élection présidentielle. qu'il doit exister comme un signe indien qui plane sur toute institution qui commence à s'appeler commission électorale. Je ne sais pas, je sais Et je pas. me demande finalement, lorsqu'on parle de la CASA de la FIF, qui est le professeur? Allez-y comprendre. En tout cas, là, on va marquer un petit break quand même dans notre feuilleton préféré En pour tout cas, je connais revenir, Tokyo. Ah, ok, pour d'accord. revenir Ça, on va normalement laisser le 29 août avec la nouvelle saison. Si d'ici là, il n'y a pas de nouveaux rebondissements, parce que... Parce qu'il y en a qui ont c'est suspendu- dommage. il y en a qui ont rejeté la suspension Moi, aussi. je ne donnerais pas ma main à couper hein, pour le fait qu'il n'y ait pas de rebondissement. C'est vraiment Sur le dommage. chiquier politique, les jeunes de l'opposition et du pouvoir avaient prévu des marches ont été prévues. Faites-nous un peu le point. Qu'est-ce qui se passe concernant ces marches? Bah, en ce moment, je pense qu'il y a des marches croisées, notamment, je pense, qui ont eu lieu à Daokro. Oui. Et malheureusement, je pense qu'on a eu à déplorer même une perte de vie. Il y avait des marches croisées également qui étaient annoncées sur toute l'étendue du territoire par la coalition, on va dire, de la jeunesse de l'opposition. D'un autre côté, on a eu cette annonce faite par la jeunesse du parti en place, qui a demandé aussi une marée blanche dans les rues. Du coup, je pense que récemment, il y a quelques minutes, on a eu une vidéo de la coalition de la jeunesse de l'opposition qui a annoncé qu'elle n'irait pas dans les rues à ces marches croisées, qu'elle retirait cet appel-là pour éviter l'affrontement, comme on en a connu il y a quelques années. Comme en on le Côte d'Ivoire. redoutait Donc, aussi, je pense, quand même. oui, bien sûr, mais je pense que ça, c'est quand même assez sage. Si vous me demandez mon avis, je crois que, très franchement, même si le dicton nous dit que le pouvoir est dans la rue, avec tout ce qu'on a pu, nous, vivre dans ce pays-là, il faudrait un appel à beaucoup plus de responsabilité du côté de nos leaders politiques. Il faut arrêter de manipuler la jeunesse, il faut arrêter de demander aux jeunes de descendre dans les rues, parce que c'est dans les urnes que ça va se passer. Et il faut travailler à ce que votre campagne soit bien faite, il faut travailler à ce que vous soyez des personnages crédibles pour qui les jeunes doivent voter, mais demander aux jeunes de descendre dans les rues, à un moment, ça suffit. Il faut qu'on Et surtout arrête se demander, est-ce que la marche est finalement le seul moyen de protestation qui existe En tout cas, quand on n'est pas d'accord avec une décision? C'est un droit, je veux dire, tout le monde peut marcher, mais en principe, même que ça pas reste tant que c'est démocratique. pacifique, mais surtout tant que c'est, comment je peux dire ça, tant que c'est officiel, parce qu'il y a des démarches à suivre également pour pouvoir descendre Pour la dans la même rue. protection, pour la protection même des personnes qui marchent. Bien Parce sûr, que bien sûr. vous organisez une marche, ce n'est pas organisé, n'est pas autorisé. Vous avez même des gens qui sont contre votre marche, qui peuvent vous envoient des infiltrer éléments dans la marche, infiltrés. oui. On l'a vu avec même les Gilets jaunes. À un moment donné, Il y avait de tout. ça Il y avait devenait des gens incontrôlable. qui Et puis, revendiquaient tout et n'importe quoi. Allez, malheureusement, on a déploré un décès perte en vie, aujourd'hui à Trois Daokro. particulièrement. Trois, oui. Enfin, des décès à Daokro. Et heureusement, on a cette annonce-là qui annule ces marches qui avaient été appelées sur toute l'étendue du territoire. J'espère que... Et cristalliser puis même l'atmosphère. c'est triste parce que quand on regarde même les images, il y a des enfants. Il y a des enfants, il y a des mineurs. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Pour certains, on se demande même si Ils se comprennent, c'est ça. Ouais. S'ils comprennent. En tout cas, on pourquoi évite ils ces sont marches là. croisées-là. Je pense que c'est tant mieux, on a envie de dire. Il y a d'autres moyens pour revendiquer, je pense. Ouais. Je pense. Notamment, comme tu le disais, les urnes. Ouais. Edith Brou-Bleu, il y a une bonne nouvelle. Bon, on va quand même en trouver dans cet élan-là. Une bonne nouvelle surtout pour l'acheteur public. Les prix de référence sont disponibles désormais dans une banque de données. Exactement, dans une banque de données, et tu parlais de bonnes nouvelles, on va dire que c'est un bon indicateur. Vous nuancez? C'est un bon indicateur. Ok. Un bon indicateur, surtout pour ce volet macroéconomique et même pour les populations, parce que le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État a lancé officiellement ce mardi 11 août la banque de données des prix de référence, BDPR en abrégé. Et en fait, il s'agit d'une banque de données qui va permettre un peu de centraliser et aussi d'assainir un peu les finances publiques. Je vais m'expliquer. Prenons le cas, par exemple, d'un acheteur public dans n'importe quel ministère qui veut faire, par exemple, l'acquisition de stylos. Il devra se rendre sur cette base de données des prix de référence pour voir l'intervalle de prix auquel il peut faire cet achat. Donc, il ne pourra pas, par exemple, acheter le stylo à plus de 1000 francs, alors que l'intervalle de prix se trouve entre 100 francs et 500 francs, par exemple. Donc, c'est un bon moyen de pouvoir également encadrer le budget, de pouvoir également éviter les surfacturations. Et pourquoi je dis que c'est un bon signal? Parce que c'est une manière de pouvoir
contrôler et de pouvoir avoir vu le budget de l'État à travers les différents ministères. Donc c'est une banque de données qui est centralisée et qui a été mise en place par la direction du contrôle financier avec le partenariat de la direction des marchés publics et l'appui de l'exécutant, le BNET, le Bureau national d'études et des travaux de Côte d'Ivoire, qui a supervisé également la mise en place de cette plateforme. Et je pense que tous les ministères, tous les acteurs de la dépense publique auront à charge de s'en tenir et de suivre cette plateforme. Je réitère ma phrase, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, dans ce paysage, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour le Mauritanie. Et c'est un outil de bonne gouvernance surtout. Voilà. Et ça vient à point nommé, parce qu'on parlait de taxes hier, l'État doit vivre, on va limiter les dépenses. Il faut limiter les dépenses, exactement. il faut surveiller les dépenses et surtout montrer une bonne image. Ouais. Bon, je parle d'une autre bonne nouvelle, je m'en charge parce que j'aime les bonnes nouvelles, moi. Eh bien, Spoutnik. Enfin, bonne nouvelle avec des pincettes, quand même. Non, laissez-moi finir cette phrase. C'est une bonne nouvelle déjà, parce que c'est une bonne avancée. En tout cas, selon le président russe, c'est le premier vaccin contre le corona. Particularité de ce vaccin, dit le président russe, eh bien, c'est un vaccin à vecteur viral. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il utilise comme support un autre virus et qui a été modifié, donc adapté pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Bon, alors, toujours selon Vladimir Poutine, il est très efficace puisqu'il permet de développer une forte immunité. Il a passé les tests et parmi les tests, il y a sa propre fille, Vladimir Poutine, oui, sa propre fille qui a été vaccinée. On aime bien ça. Bon, il dit bien, bon, c'est vrai, lui-même il est C'est confiné. la bonne charité. Voilà. Et puis c'est un ancien du KGB, il a des méthodes très radicales. Bon, alors, concernant l'annonce de la vice-première ministre qui a été d'accord avec son président, ce qu'on va commencer à faire, on va vacciner d'abord les personnels de santé, après les enseignants, et puis la population, elle doit s'attendre à être vaccinée autour de janvier 2021. Mais il n'y a pas eu réellement des tests, en fait. On va finir avec les réactions. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va rejoindre Serge pour dire attention, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Ils ont dû un tout petit peu évoquer l'histoire de Madagascar, vous me direz. Oui, non, mais c'est surtout que pour arriver à ce genre de déclaration, il y a plusieurs stades de validation. Il y a plusieurs étapes, exactement. Donc, plusieurs étapes pour valider un vaccin et son administration. Il y a d'abord il y a surtout les essais cliniques à grande échelle. Les Russes disent les avoir fait, ils disent, j'insiste là-dessus. Mais en tout cas, je cite Alan Fisher, qui est immunologiste à l'hôpital Charles Necker de Paris. Eh bien, c'est scientifiquement non fondé. C'est une annonce juste, c'est un effet d'annonce de Vladimir Poutine. Bon, alors, ceux qui sont du côté de Vladimir Poutine disent, bon, ok, il y a des enjeux. L'Europe est très connue pour ses avancées en termes de vaccins et d'industrie pharmaceutique. Un peu moins quand même la Russie. Elle n'est pas très connue pour ses avancées dans ce domaine-là. Mais il y a quand même une porte de sortie au regard de ce qui se passe dans le monde. C'est inédit. Et donc, il y a un nombre incroyable de spécialistes qui travaillent à ce qu'un vaccin soit trouvé. Donc, le miracle a pu se produire du côté russe. Alors, oui. Moi, personnellement, parce que je vous entends parler, mais à aucun moment il n'a dit que ce vaccin était à la portée des autres pays, de l'Europe, de l'Afrique. Il a dit, ce vaccin, il a d'abord dit que ce vaccin est testé sur sa fille. C'est ça, c'est la première chose que j'ai retenu, que j'aime. Oui. Ensuite, sur le personnel médical dans son pays. Ensuite, sur les enseignants dans son pays. Et puis ensuite, sur la population de son pays en 2021. D'ici là, on aura le temps de voir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 1 milliard de doses déjà commandées par 20 pays étrangers. Wow. C'est lesquels? Il faut savoir que... Non, on s'est dit, si ça marche bien, il y a déjà 20 pays qui ont dit, bon, non, on commande. Je pense que les laboratoires pharmaceutiques comme Gilead et qui produisent le Remdesivir vont apprécier ce genre de nouvelles. On est en plein dans une nouvelle forme de guerre froide aujourd'hui, dans cette course au vaccin contre la Covid. C'est énormément de fonds qui sont injectés par des gouvernements, les grands gouvernements de ce monde, notamment les grandes industries pharmaceutiques, pour pouvoir être le premier à trouver ce vaccin-là. Je donne des chiffres. 140 projets ont été recensés par l'OMS. Il y a 28 essais cliniques qui sont en ce moment en cours. Et puis c'est aussi une question de souveraineté. C'est aussi une question de souveraineté d'être le premier pays à pouvoir produire le premier vaccin. Plus une question d'argent. Moi, je pense que c'est plus une question d'argent parce qu'il y a énormément beaucoup d'argent. Énormément beaucoup, c'est pas mal ça. En tout cas, il y a beaucoup d'argent à se faire sur ce coup-là pour celui qui aura le
premier. Justement, il y a un mot que je voulais retenir. Quand j'ai commencé mes propos, j'ai dit le premier. Il a insisté, Vladimir Poutine, pour dire c'est le premier. Souveraineté. Donc, souveraineté. Au-delà de l'argent. Voilà. Même si c'est nécessaire. Mais attendez, bon, d'accord. On ne va pas forcément. Premier sur la Lune, premier à marcher sur la Lune, premier à envoyer des astronautes, premier à découvrir un vaccin. Bon, on va peut-être pas rentrer dans ce débat ici. De toute façon, c'est pas le lieu. Non, bien sûr. Bon, je m'arrête là. On le mettra sur la table un de ces quatre. Il y a Sophie qui a une bonne nouvelle pour terminer rapidement parce que Sophie, je sais. Oui, voilà. Ça tombe sur vous aujourd'hui. On a tellement parlé de ce vaccin que on parle tant de Joe attendu, Biden surtout par Edith. Voilà. Donc on va parler de Joe Biden aujourd'hui, enfin plutôt de Kamala Harris, on va dire. Donc hier s'est produit un moment vraiment historique dans l'histoire de la politique américaine. Donc le candidat démocrate à la présidentielle aux États-Unis, Joe Biden, a choisi Kamala Harris comme colistière pour l'accompagner dans sa course à la Maison-Blanche. Alors jusqu'ici, vous me direz, il n'y a rien de surprenant parce que 2 fois auparavant, il y a des femmes qui ont déjà été désignées, on va dire, à ces postes-là. C'est surprenant. Ouais. C'est surprenant, c'est historique parce que c'est une femme noire. Donc Kamala Harris est indienne de mère, mais afro-jamaïcaine, donc American-Jamaican de père. Et c'est pour la communauté, on va dire, noire américaine aux États-Unis. Surtout dans ce contexte. Et surtout les classes populaires, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ils se disent, avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, les situations du racisme qui ne fait qu'empirer, les colères, ça va permettre déjà de calmer les choses et peut-être de pouvoir changer les choses dans le système aux États-Unis. Par contre, c'est vrai que il y a d'autres personnes et c'est souvent des Noirs américains aussi qui se plaignent du fait que quand elle était procureure, on dit prosecutor, c'est procureur à l'époque donc en Californie, elle a quand même participé à l'incarcération de beaucoup de jeunes hommes noirs américains. Donc voilà, les gens se demandent est-ce que si c'est son avocat, j'allais dire très simplement, donc s'ils volent, il ne faut pas les mettre en prison parce qu'ils sont noirs. Oui, mais en fait justement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas aidé non plus, elle n'a pas aidé à trouver des solutions justement pour ceux qui avaient commis des crimes un peu moins, on va dire, graves, voilà, des crimes mineurs. C'est pas tant le travail d'un procureur, hein. Je pense qu'elle a fait son boulot. Oui, mais bon, elle a fait son boulot, mais bon, elle a quand même moi, la question que je me pose, Sophie Aïda, ça ressemble aussi à une stratégie de Joe Biden pour dire, bon, allez, je tape là où mon adversaire est faible. C'est exactement le point de vue, on va dire, de l'administration Trump, qui considère déjà qu'elle a été médiocre l'année dernière pendant les primaires, justement, même dans des débats qui l'opposaient à Joe Biden. Oui, pour eux, c'est totalement une stratégie. Et puis, donc, ils l'ont traité de médiocre. En tout cas, c'est un excellent ticket pour faire un vote sanction, même si on ne l'aime pas. Comment vous dites qu'elle s'appelle? Kamala Harris. Ah, ma grand-mère aurait dit Camara. Le 6 août dernier, à la veille de la célébration de l'indépendance de notre pays, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle. Que pensent les Ivoiriens de cette déclaration? C'est un élément de Nokana Paleka et de Gauthier Hué. C'est un homme qui a beaucoup travaillé pour nous, le président Alassane Ouattara, qui a fait beaucoup de choses pour le pays, des infrastructures, tout et tout. Mais j'aurais voulu qu'il laisse la place à la nouvelle génération, comme il avait dit au début. Bon, mais c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de politique. Il sait pourquoi il a demandé un 3e mandat. On ne peut pas aller à l'encontre, mais selon mon avis, il aurait dû laisser la place à la nouvelle génération. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il a dit que lui, il est candidat, moi j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, j'étais triste. Parce que quand il a annoncé à Yamoussoukro qu'il ne serait pas candidat, vraiment, toute l'Afrique a applaudi. Moi, j'ai dit, mon père m'a arrangé, quelqu'un qui rend la route, qui fait tout. Il a tellement travaillé que vraiment, il doit se reposer un peu. Si les enfants le pompent, les gens le pompent, pour qu'ils soient candidats, je ne suis pas d'accord. Alassane Ouattara, s'il sera candidat là, c'est bon. Pourquoi? Depuis le prise de pouvoir, tout ce que les populations ont demandé, presque tout le monde a bien reçu ce qu'il a demandé. Avant, pour quitter ici, aller à Marcory, il n'y a pas la route. Maintenant, il a fait un nouveau pont pour nous. Il y a plusieurs ponts. De toute façon, il a travaillé dans le pays là. Il n'y a pas un président, même depuis le président Oufé-Boigny, qui l'a fait comme pour lui. Personne. Le président Alassane Ouattara, il avait annoncé à Yamoussoukro qu'il n'allait plus se représenter. Maintenant, à la veille de l'indépendance, il dit qu'il va se représenter. Moi, j'ai été véritablement choquée. Parce qu'un président qui dit quelque chose, après il dit autre chose, ce n'est pas digne de lui. La candidature de M. Alassane Ouattara, ça ne me dérange pas. Qu'il fasse un 3e mandat, ça ne me dérange pas. S'il estime qu'il est capable de gouverner encore 5 ans,
ou même deux mandats encore, c'est lui. Ça ne regarde que lui. C'est comme moi, je fais la couture. Moi, j'ai décidé de faire une carrière de couture. C'est jusqu'à la mort qu'il laisse tomber un peu de ciseaux. Jusqu'à la mort. Donc, si lui, il estime qu'il peut être là jusqu'à la mort, tant mieux. Pour la candidature du président Alassane Ouattara, vu son âge, il devrait aller à la retraite. Bon, mais comme il s'est endetté, pour ne pas que vraiment le pays soit hypothéqué, on préfère qu'il continue parce que vraiment le pays est trop endetté. Bon, les Ivoiriens se sont prononcés, en tout cas certains, à travers ce micro-trottoir, avec des avis aussi divers que variés. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. J'ai entendu de l'ironie aussi, je pense. Est-ce que c'était de l'ironie? Je pense. Ah non, il a dit que jusqu'à la mort. Non, il a dit que lui, il est couturier et que lui, il s'est engagé à être couturier jusqu'à la mort. Donc si le président pense qu'il peut aller jusqu'à la mort, pourquoi pas? C'était pas ironique. En tout cas, le parti au pouvoir a ses raisons, a évoqué toutes les raisons, donc tout le contexte qu'il y a eu autour de cette décision, pourquoi être revenu sur cette décision, mais on voit bien que les gens ne prennent pas en compte ces raisons. Tout ce qui est à l'esprit des autres, c'est il a dit qu'il ne le ferait pas, aujourd'hui il l'a fait, il a changé d'avis. Pourquoi? On ne s'attendait pas à ça. Mais généralement, les gens ne retiennent que ce qui les arrange aussi, parce que moi je me rappelle très bien, c'est vrai qu'il avait dit qu'il ne se représenterait pas, mais il y avait une condition. À condition de? Il y avait une condition, et voilà. Donc après, c'est bien facile, aujourd'hui je suis en train de défendre personne, mais si on veut analyser les faits, c'est un peu facile de dire qu'il l'a dit, donc il doit. Il a dit, mais il y avait un mec qui accompagnait. Je ne me représenterai pas si les gens de ma génération ne se présentent pas. Je vais rebondir sur une réaction d'un téléspectateur tout à l'heure qui disait quand il avait entendu la première annonce, il était soulagé. Et puis après, la deuxième annonce, en fait, moi, c'est plutôt l'atmosphère que ça a créé à l'annonce de la non-candidature. Il y avait une forme de soulagement, un soulagement d'un côté, je pense même globalement. Globalement, on a eu la réaction du président Emmanuel Macron qui se satisfaisait de sa décision. Et comme il a dit, tu as parlé de l'intervenant, je crois qu'il s'appelait Dumont Gueux, donc il parlait de l'intervention du président Yamoussoukro. Il se sentait soulagé et à la veille de l'indépendance, l'information lors du discours l'a choqué. Je pense qu'il y a eu 2 ou 3 réactions un peu comme ça dans le micro-trottoir. On ne dit pas qu'il s'est dédié, mais il a parlé de cas de force majeure. Donc c'est peut-être ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est surtout les implications de cette décision. En tout cas, si la Constitution lui permet de se présenter pour un 3e mandat... C'est là que le débat se pose. Ce que je voulais dire, c'est si la Constitution le lui permet, why not? Il a le droit. Donc en tout cas, il aura le droit. Si. Je pense que c'est pas forcément un sujet à débat. Je veux dire, on a vu un micro-trottoir, les Ivoiriens se sont exprimés, on a entendu l'ensemble de l'expression de ce peuple-là, on a le ressenti général. Voilà. Le monsieur souhaite que tout se déroule dans de bonnes conditions, dans des conditions justes, équitables, équilibrées, et que le meilleur gagne. La paix. Voilà. La paix. Voilà. Un mot, elle a dit la paix. La paix, absolument, la paix. Rien que la paix. Recevons avec votre permission notre invité. Et notre invité, le maire d'Atekoubé, le ministre des Sports et le coordonnateur RHDP pour la commune d'Atekoubé, M. Daon Paulin-Claude, est sur le plateau du Live Talk. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci d'accepter l'invitation du Talk. Merci. Monsieur le ministre, dans la première partie de cet entretien, nous allons évoquer avec vous les questions d'actualité. Nous allons recueillir vos avis et commentaires par rapport à ces différentes questions, avant de nous retrouver pour la deuxième partie pour parler de questions, dans un autre domaine. D'accord. Bon, avec nous, nos chroniqueurs du soir, Serge Kouachi, Rayana Assi et Edith Broubleu. Monsieur le ministre, on va tout de suite aborder la question de l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara, une annonce qui a suscité de nombreuses réactions, on en parlait tout à l'heure. Certains, au niveau de l'opposition, la trouvent même anticonstitutionnelle. Qu'est-ce que vous répondez à cela, monsieur le ministre? Que voulez-vous que je réponde à l'opposition? Je dirais tout simplement que souvent on dit que la mauvaise foi est la chose du monde la mieux partagée. La constitution de la République de Côte d'Ivoire est une nouvelle constitution, ce n'est pas une révision constitutionnelle. Quand on parle de nouvelle constitution, donc les compteurs sont remis à zéro. C'est pour cela d'ailleurs que l'opposition elle-même a combattu cette constitution. Il y a eu un vote, un référendaire, et l'opposition l'a combattu.
ceux qui étaient conscients que ça remettait le compteur à zéro, que ce n'était pas une révision constitutionnelle, l'ont combattu. Et la population, le peuple de Côte d'Ivoire l'a adopté. Et comme disent les Latins, la loi est dure, mais c'est la loi. Laisse, dura, sed laisse. Donc la loi est dure, mais c'est la loi. Elle est aujourd'hui opposable à tous les concitoyens, à tous les Ivoiriens. Et cette loi permet au président Alassane Ouattara d'effectuer, s'il est élu, son premier mandat dans la Troisième République. Monsieur le ministre, c'était aussi simple que vous le présentez. Je pense qu'on n'aurait pas tous ces grincements dedans. C'est au niveau de l'interprétation. Certains l'interprètent, dit-on, chacun en sa faveur. Non, je pense qu'il n'y a pas d'interprétation possible à sa faveur. Il y a une interprétation politique. Oui, parce qu'au niveau juridique, il y a le juge constitutionnel qui va trancher. C'est tout. Il y a un juge constitutionnel qui tranchera la lecture de la Constitution. Mais maintenant, les émotions politiques, elles sont illimitées. Et comme je le disais, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée en politique. Donc, ça risque d'être un débat sans fin. C'est pour cela qu'il faut revenir au juge constitutionnel qui va trancher. Et puis nous allons tourner la page pour passer à l'essentiel. Parce qu'une élection ne se gagne pas chez le juge constitutionnel, pas à la commission électorale, mais dans les urnes. Il faut donc affronter les populations, venir avec un programme, avoir un programme de société. Et de ce point de vue-là, le candidat Alassane Ouattara fait peur, certainement aux adversaires, parce qu'il a un programme. Il est porteur d'espérance pour la Côte d'Ivoire. Et il a travaillé. Et nous le voyons tous. Et c'est tangible. Et c'est tout cela qui, je pense, effraie et nous amène sur un terrain de discours, là où on a besoin de parler de programme. Justement, on l'a vu dans le micro-trottoir notamment, la population s'attendait peut-être à voir, non pas forcément le président Alassane Ouattara se représenter, mais un membre tout de même du RHDP qui aurait pu porter ce programme dont vous parlez. Qu'est-ce qui explique ce choix? Le choix est fixé par les circonstances. Le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Il a donné sa parole devant la représentation nationale. Réuni en congrès, le Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro le 5 mars. Il a annoncé qu'il se retirait. Et il a organisé sa vie de retraite pour remettre en route sa nouvelle fondation, la fondation Alassane Dramane Ouattara, pour se mettre au service des hommes d'État et des pays. Le 12 mars, pour joindre l'acte à la parole, le conseil politique du RHDP a désigné son candidat, en la personne de très regretté mémoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un homme charismatique qui devait porter le flambeau de la nouvelle génération, le chef d'équipe. Malheureusement, comme il a si bien rappelé, et comme le dit l'adage, l'homme propose. Nous l'avons proposé et porté dans nos cœurs. Malheureusement, Dieu a disposé et l'a rappelé à lui. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Les problématiques sont énormes. Nous avons aujourd'hui un risque sanitaire qui a perturbé complètement notre économie. Notre économie était fléchée pour être à 7% de croissance. Nous ne sommes même pas sûrs de ne pas être en récession à la fin de l'année. Nous avons un risque sécuritaire dans notre pays, à nos frontières. Le djihadisme est là. La Côte d'Ivoire est encore fragile. Et nous avons besoin d'un homme d'une expérience avérée, d'un certain charisme. Et c'est pour cela qu'à 12 semaines de l'élection présidentielle, nous avons perdu notre candidat. Et nous n'avons pas d'autre choix que de faire appel à l'homme qui peut garantir la poursuite dans la sérénité, dans la paix pour la Côte d'Ivoire. Et les cris sont venus de partout. Les Ivoiriens ont fait appel, pas seulement le RHDP, tous les Ivoiriens ont appelé du nord au sud, de l'est en l'ouest, dans nos campements, dans nos hameaux, ont demandé à ce que cet homme qui a donné tout à la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, quand vous dites tous les Ivoiriens, il y en a d'autres qui sont pas d'accord. Je dis pas tous les Ivoiriens, c'est effectivement, on ne peut pas parler de tous les Ivoiriens, mais non, d'une manière générale. Oui. C'est vrai que nous sommes majoritaires aussi, donc quand on parle des partisans, ça fait quand même une bonne masse d'Ivoiriens. Le RHDP, pour vous rassurer, c'est le parti qui a le plus grand ancrage sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui majoritaires
150 communes. En tant que président des maires de Côte d'Ivoire, je peux vous le dire. Nous avons une majorité écrasante au Parlement, des sénateurs. Nous avons 21 présidents des conseils régionaux. C'est pour vous dire, tout simplement, et je terminerai là-dessus, s'il vous plaît, que ce sont les Ivoiriens, à la base, qui, regardant ce drame que nous avons connu, avec le rappel à Dieu de cet homme qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, qui a donné son énergie, qui a pris sa fonction comme un sacerdoce, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a été arraché dans des conditions difficiles. Les Ivoiriens se sont dit que nous ne pouvons pas prendre le risque d'aller à l'aventure. Il fallait donc faire appel à cet homme, et cet homme charismatique pour nous, c'est Alassane Ouattara. Mais monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous, mais lors de ces différentes interventions, le président avait parlé de donner la place à la nouvelle génération. Il avait fait, en passant le flambeau au regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mais dans la continuité de cette passation à la jeune génération, pourquoi au sein de votre parti vous n'avez pas pu trouver un consensus, en tout cas avec le président, pour avoir un candidat de cette nouvelle génération qui pourrait quand même porter le flambeau de votre parti? Il me semble que vous ne percevez pas les contraintes liées au temps. Quand on est à 12 semaines d'une élection présidentielle, on n'a pas le temps de faire les réglages comme si on était à 12 mois d'élection présidentielle. Mais déjà, la jeune génération est autour du président. Le président de la République gère aujourd'hui le pays avec la jeune génération. D'ailleurs, il a nommé un Premier ministre. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, c'est de la jeune génération. Tous les ministres du gouvernement sont quasiment tous de la jeune génération. Donc, la jeune génération est là. Et il faut que le président se donne le temps de renforcer, de consolider cette jeune génération pour que le flambeau soit passé en des mains sûres. Vous estimez que c'est une solution? Vous estimez, monsieur le ministre, que c'est une solution du pari au plus pressé? Mais tout à fait. Mais vous le constatez vous-même. L'urgence de la situation. Nous sommes à, aujourd'hui, même pas 10 semaines des élections présidentielles. Nous devons faire les parrainages. Nous devons organiser toute une campagne. Et cela ne peut pas se faire dans la précipitation. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, très important dans le dispositif de la sous-région. Nous ne pouvons pas prendre le risque, faire courir le risque aux Ivoiriens de retourner dans ce que nous avons connu de dramatique. Et vous parlez de risque, je prends au mot, monsieur le ministre. Cette déclaration-là a suscité, c'est vrai, d'un côté des applaudissements. Hein, Edith parlait beaucoup d'espoir et d'allégresse de vos partisans. D'un autre côté, des gens ne sont pas d'accord. Il y a des marches qui ont été annoncées. Malheureusement, il y a même eu des mouvements de manifestation à Daoukro, malheureusement, qui ont entraîné des pertes en vie humaine. Comment vous appréciez cette situation-là? Mais c'est dommage. Parce que c'est vrai que la démocratie s'éprouve aussi par des marches, par des prises de parole, par des écrits. Mais tout cela doit se faire dans un cadre concerté et dans un cadre réglementaire. Sinon, nous allons vers des dérives. Excusez-moi, monsieur le ministre, justement, pour parler de ces dérives-là, tout à l'heure, on vous a entendu parler de rappel à Dieu de feu le ministre Amadou Gon Coulibaly, mais on vous a également entendu parler de l'intérêt des Ivoiriens qui vous est si cher, en tout cas quand on vous suit dans vos propos. Mais aujourd'hui, on a déploré des décès, des rappels à Dieu également, du côté de Daoukro. En tant que membre du gouvernement, vous êtes ministre des Sports, c'est vrai, mais en tant que membre du gouvernement, quel est le discours et surtout quelles sont les actions qui vont être menées pour ne plus que ces Ivoiriens si chers à votre cœur ne perdent la vie également dans les rues? La première des choses, c'est d'appeler à la responsabilité. À la responsabilité. Le pays a vécu des situations dramatiques depuis le rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire n'a pas connu de période d'accalmie depuis 1993. Le coup d'État, c'était en 1999. Et puis ensuite, ça a été quoi? Ça a été la transition chaotique. Ça a été une parenthèse douloureuse que nous avons vécue jusqu'à la rébellion et la crise post-électorale. Les seuls moments d'accalmie que nous avons connus ces dernières années, ces 10 dernières années, c'est sous la présidence du président Alassane Ouattara de 2011 à ce jour. C'est pour vous dire que tout ce qui a été fait de beau et de grand dans ce pays s'est constitué dans la paix. Les Ivoiriens ne veulent plus retourner en arrière. Et ceux qui veulent nous inoculer le virus de l'ethnicisme, de la division, doivent réfléchir. La Côte d'Ivoire ne peut plus se payer le luxe de la politique violente, de la délinquance politique. En tant que membre du gouvernement, justement, quand on constate ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce sont les Ivoiriens qui sont tombés... Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas acceptable et ne peut pas être accepté. Ce qui s'est passé aujourd'hui
va être, j'en suis convaincu, audité sérieusement. Et tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui ont poussé ces jeunes à l'abattoir, doivent être capables de répondre de leurs actes. Ce n'est pas normal que des jeunes Ivoiriens soient poussés dans la rue et perdent la vie à cause de politiciens qui ne prennent pas leurs responsabilités. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de tomber dans des jeux politiciens sans envergure. Les Ivoiriens ont besoin de marcher résolument vers le progrès. Là où il y avait de l'obscurité, nous avons apporté de la lumière. Là où il y avait les maladies hydriques, la pénibilité de la corvée d'eau pour nos mamans, nous avons apporté aujourd'hui de l'eau. Là où nos jeunes frères ont besoin de formation, on apporte l'université, on apporte l'école. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, et non pas pousser des jeunes dans le désespoir. Monsieur le ministre, on aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de notre entretien à l'Aftertalk. Je suis à votre disposition. Merci pour cela. Alors, toujours dans l'actualité, hier, à sa conférence de presse, Simone Gbagbo a appelé le président Alassane Ouattara à amnistier son camarade Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, votre point de vue sur cette question d'actualité? Mais je pense que c'est une démarche déjà de grande sagesse. Quand elle parle d'amnistie, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a eu une peine. C'est ça. Elle reconnaît qu'à partir du moment où la peine est consommée, il est condamné. Donc on peut suggérer qu'il y ait une amnistie. Donc c'est une démarche de sagesse. Et non pas de revendiquer dans la rue pour qu'il puisse être inscrit sur une liste électorale, sachant qu'il est condamné. Donc c'est pour dire que toutes les solutions sont possibles. Nous sommes un pays de dialogue. Nous sommes un pays de fraternité. Et tout ce qui peut se discuter, peut s'obtenir dans le dialogue et dans la concertation, mais dans la paix. Mais rien ne pourra s'obtenir dans la violence. Car nul, malheureusement, n'a le monopole de la violence. Et c'est pour cela que j'apprécie la démarche de Mme Simone Gbagbo, qui pense que dans la démarche d'apaisement possible, elle peut suggérer une piste de réflexion qui peut être d'aller vers l'amnistie. C'est une piste. Et elle ne peut pas être refermée. Donc nous sommes un pays de dialogue, mais tout doit se faire en respectant les règles de notre pays, respecter les autorités de ce pays. Oui, mais justement, pour respecter les règles de ce pays et dans le dialogue, ce serait bien d'appeler à la table de discussion, notamment l'opposition. Mais on a vu aujourd'hui dans ces annonces et ces appels de marche croisée, une jeunesse proche du gouvernement également qui a appelé à descendre dans les rues. Donc ça sentait forcément la confrontation entre l'opposition et cette jeunesse proche. Le gouvernement a toujours fait du dialogue sa marque de fabrique, et parce que nous sommes oufouettistes. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a demandé au gouvernement de mettre en œuvre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, a passé des mois et des mois à dialoguer avec l'opposition pour arriver à la CEI consensuelle, pour arriver à des lois consensuelles, au code électoral consensuel. Il y a eu toujours le dialogue. Mais quand vous décidez, en marge de ce dialogue, d'avoir recours, comme vous l'indiquez tout à l'heure, à la violence, mais la violence ne peut pas prospérer. Je n'ai pas indiqué de Non, j'ai dit que les gens ont recours à la violence par des marches. En ce moment, ça ne peut pas prospérer. On ne dialogue pas dans la rue. On dialogue avec des responsables qui sont assis et qui ont beaucoup échangé avec le gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait cet exercice pendant très longtemps avec l'opposition. Et le nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, dès sa nomination, a reçu tous les partis d'opposition pour montrer son ouverture, sa volonté de poursuivre le dialogue, de maintenir le lien de fraternité avec tous nos frères. D'ailleurs, ils sont certes dans l'opposition, mais ce sont nos frères. Nous sommes ensemble. Nous partageons la même volonté de servir notre pays. Donc c'est pour dire que nous, oufouettistes, nous sommes disposés à dialoguer, à remettre le dialogue à chaque fois que cela est nécessaire pour que les enfants de Côte d'Ivoire se rassemblent. C'est d'ailleurs le sens du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Rassembler les Ivoiriens. Rassembler les Ivoiriens. Quelles que soient leurs convictions, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs convictions religieuses, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, faire le brassage fécond de la Côte d'Ivoire. C'est ça le RHDP. Donc le président Alassane Ouattara souhaite et fera toujours l'effort de rassembler tout ce qui est épars en Côte d'Ivoire. Ce que Serge Kouachi voulait dire tout à l'heure, monsieur, pour enchérir, monsieur le ministre, c'est
vous parlez de paix, vous parlez de rassemblement. Des gens ont annoncé une marche. De votre côté, on annonce une marche, donc ça crée une marche croisée. Est-ce que vous n'imaginez pas que ça pourrait créer des affrontements? Non, non. Si les marches sont organisées de façon structurée, déposées au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, les parcours sont clairement déterminés. Donc, il ne peut pas avoir de... J'arrive. Sera validée? Bien sûr. Non, mais on a l'impression que la marche de l'opposition elle est violente et la marche des jeunes proches du gouvernement malheureusement, la marche... une marche pacifique aussi. Non, la marche que vous avez notée, prenons le cas par exemple d'Aoukro. Nous n'avons pas reçu de plan de demande de marche. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de marche. Vous avez noté qu'il n'y a même pas de marche. C'est la technique d'une guérilla urbaine. Parce qu'on prépositionne des pneus, on les enflamme et on pense que cela crée un sentiment de déliquescence du pays. Cela ne peut pas être acceptable qu'on brûle des pneus. D'abord, ces pneus créent de la gêne, peuvent être cancérigènes, vous savez bien. Et ça détruit le goudron, chèrement acquis par l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y a une volonté de détruire. C'est bien noté. Mais... Donc la marche elle-même, elle ne pose aucun problème. La marche ne pose aucun problème. Si elle est encadrée, il y a beaucoup de marches autorisées sans problème. Mais sauf qu'en réalité, ce n'est pas une volonté de marche. La volonté est de créer la psychose. Rappeler aux Ivoiriens ce que nous avons connu de grave dans ce pays. Et cela ne peut pas être acceptable. Ils ont peut-être envie d'exprimer de point de vue, monsieur le ministre. Mais il faut l'exprimer à travers la loi. Donc aujourd'hui, si une marche, l'opposition ou des personnes demandent aujourd'hui une autorisation pour pouvoir marcher, il n'y a aucune raison. Elle sera encadrée et accompagnée. Mais quand des casseurs s'infiltrent, brûlent des pneus, ils ne marchent pas. Ce n'est pas une marche quand on brûle les pneus. Non, mais quand on veut marcher, la marche, c'est normal. Nous avons marché, nous aussi, par le passé, pour réclamer des choses, mais en déposant simplement notre parcours, notre itinéraire, et nous avons obtenu l'autorisation du ministère en charge de la sécurité. Parce qu'il faut préserver les biens, il faut préserver la vie. La marche des jeunes, elle avait été autorisée. Là, il y a eu une démarche. Vous dites ? La marche des jeunes du RHDP qui avait été annoncée. Attendez, vous n'imaginez pas que nous allons organiser une marche sans demander une autorisation. Tout ce que nous faisons, nous devons donner l'exemple. D'accord. Donc, c'est ce que nous souhaitons, que tout le monde rentre dans un moule qui est celui du respect des règles. Monsieur le ministre, on va évoquer une autre question d'actualité. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce domaine-là. C'est le sport, la FIF. Ah oui. Ici, on l'a baptisé le feuilleton, la cassade de votre domaine de prédilection. On voit effectivement plein de rebondissements autour de ce feuilleton qu'on appelle ici. Quelle est votre appréciation principale sur ce sujet ? Mais il faut savoir que le sport est sorti de l'informel avec la loi 2014-856 du 22 décembre 2014. Cette loi fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire de structurer le mouvement sportif. Et pour ce faire, les fédérations sportives bénéficient d'un agrément, bénéficient d'une délégation de pouvoir. L'État transfère aux fédérations sportives la puissance publique pour leur permettre d'organiser la discipline sportive. Et dans ce cas précis, il s'agit du football, il y a une délégation de pouvoir à la FIF pour organiser la filière sportive du foot en Côte d'Ivoire. Et vous avez noté aussi que le gouvernement a fait des investissements massifs, comme jamais il a été en Côte d'Ivoire ces 4 dernières années, dans le milieu du football particulièrement. Mais pour revenir à la question de l'élection, la FIF, monsieur le ministre, parce que là, pour bien comprendre l'élection de la FIF, il faut bien comprendre que c'est encadré d'où nous venons. La fédération n'est pas ex nihilo, sortie comme ça. Ça va sans dire, monsieur le ministre. Cette fédération a donc une délégation de pouvoir pour organiser le football. Elle bénéficie d'investissements importants, massifs. Mais cette organisation a peut-être des failles, parce que quand on regarde la commission électorale, 4 membres sur 7 ne sont pas d'accord. Je vais y arriver, ce n'est pas un problème. Alors, la Fédération ivoirienne de football a signé une convention d'objectifs avec le gouvernement, avec le ministère des Sports. Si vous avez bien compris ce cadre, maintenant nous arrivons à la fédération elle-même. C'est une association complètement autonome. Le lien qu'elle a avec le ministère des Sports, c'est ce que je viens de vous rappeler. L'agrément, la délégation des pouvoirs et le contrat d'objectifs. Donc, en ce moment, ce qui se passe à la FIF, regardez de très loin ce qui se passe. Maintenant, non, je viens de vous expliquer que nous sommes la tutelle. Maintenant, c'est la régulation. La tutelle, vous dites également qu'elle est autonome. Elle est autonome, mais elle a une tutelle. Oui. J'ai rappelé les liens de la tutelle. Oui. Mais maintenant, la fédération
c'est une association, c'est une fêtière du club. C'est l'ensemble des clubs qui forment la fédération. Et le président est arrivé il a fini son mandat. Sidi Diallo a fini son mandat. Il a eu le quitus. Il a été mis en place une commission électorale pour procéder justement au renouvellement de l'équipe dirigeante. Voilà, c'est cela. Alors, cette commission est présidée par le ministre René Dibi, lui-même ancien président de la FIF, avec un certain nombre de membres. Ils ont des tests et ils doivent donc retenir des candidatures et procéder au vote. C'est tout. Et il semble que dans mes services qui suivent la direction de la vie fédérale, de la direction générale des sports, m'a fait un compte rendu qu'il y aurait des problèmes au niveau de la commission électorale. D'abord pour la désignation des candidats, parce qu'ils ne s'entendent pas sur l'interprétation des tests. Voilà, de désignation des candidats. Bon, donc, et en fin de compte, in fine, comme ils ne s'entendent pas sur le processus électoral, ils l'ont suspendu. Ils vont donc retourner en Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale qui a mis en place, semble-t-il, leur commission. Donc il faut qu'ils retournent et qu'ils s'accordent. Nous, ce que nous faisons, c'est de dire simplement que nous avons besoin d'une équipe fédérale qui se mette en place rapidement pour qu'elle puisse répondre aux différents critères de performance que nous avons mis en place dans le cadre du contrat d'objectifs. Donc nous avons besoin d'une équipe fédérale qui se mette en place rapidement. Donc les problèmes qu'ils ont en interne, bon, je pense qu'ils vont les régler lors de l'Assemblée générale. Certains feuilletons, peut-être qu'il y aura des rebondissements, mais ce que nous souhaitons, c'est que l'esprit du sport soit maintenu. Parce que le sport, c'est d'abord, le football en particulier, c'est le fair play, c'est la discipline. Le sport, c'est la fraternité, c'est la convivialité, c'est la cohésion. Donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait des dérives qui créent des inimitiés, qui créent des blocages inutiles et qui, in fine, risquent de tuer notre football. Je vous rappelais tout à l'heure que nous avons fait des investissements massifs importants dans le cadre de la CAN 2023. Mais c'est parce que nous souhaitons la gagner avec une équipe fédérale assez forte, avec des entraîneurs, avec des joueurs. Voilà. C'est au nom du principe de non-ingérence que vous ne prenez peut-être pas les choses un peu plus à bras le corps. Mais non, on n'a pas à s'ingérer. Je vous dis que c'est un club, c'est une association. Ouais. Ils ont leurs tests intérieurs, ils s'organisent. Mais tant qu'il n'y a pas de débordement. Vous estimez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Non, mais pour l'instant, non. Nous avons rappelé à l'ordre tous ceux qui, dans les réseaux sociaux, essayaient d'envenimer la situation. Vous savez que le sport est le milieu où il faut canaliser beaucoup de passion. Vous avez tout compris. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Et encore, quand il s'agit d'une élection, les passions sont exacerbées. Donc il faut laisser simplement les choses se faire. Et nous comptons sur les dirigeants pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils s'écoutent, qu'ils s'entendent, qu'ils recréent la confiance et que rapidement nous ayons une équipe fédérale qui puisse être notre interface pour faire progresser le football et le sport dans notre pays. Comme tous les mercredis, nous changeons de décor. Nous retrouvons notre invité dans notre canapé pour approfondir certaines questions, avoir plus d'informations avec lui. Et tous les mercredis, nous rejoint sur le plateau de l'After Talk Israël Guibault. Bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir Daoupoulin. Bonsoir Israël. Notre invité, je rappelle, est le ministre des Sports. Il est également maire de la commune d'Atekoubé, président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. M. Daoupoulin est en notre compagnie. M. Daoupoulin, en novembre 2016, M. Cissé Bakongo, membre du comité d'experts chargé du projet de la Constitution de 2016 et conseiller des questions juridiques du président Alassane Ouattara, à l'époque déclarait l'article, et je cite, l'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur au moment de la nouvelle Constitution reste applicable. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoit que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. 4 ans plus tard, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui dans cette Constitution contredirait les affirmations de M. Bakongo? Moi, je ne veux pas faire de commentaires sur les propos de mon collègue Cissé Bakongo, par ailleurs maire de Koumassi. Ce que je vais membre dire, de l'UVICOSI. Donc membre de l'UVICOSI. Moi, je vais m'en tenir simplement à la Constitution. Nous n'avons pas procédé à une révision constitutionnelle. Quand on fait une révision constitutionnelle, on peut aller puiser dans le passé des textes pour les interpréter, des articles pour les interpréter. Nous avons procédé à la mise en place d'une nouvelle constitution. Et quand il y a une nouvelle constitution, vous le savez vous-même, la loi n'est pas rétroactive. Une loi n'est pas rétroactive. Elle est édictée pour le présent et pour l'avenir. Donc, du fait de la non-rétroactivité, fait que nous sommes dans une nouvelle constitution, les compteurs sont remis à zéro, et c'est cette constitution qu'il faut lire pour avancer, et non pas écouter les interprétations
parce que les experts sont nombreux. Les experts sont nombreux et se contredisent par rapport à l'interprétation qu'on peut avoir du même test. Le seul qui pourra déterminer de la véracité, de la bonne lecture de ce test, c'est le juge constitutionnel. C'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord que dans votre propre camp, à une époque, tout le monde convergeait à dire que cette constitution allait dans un sens et qu'aujourd'hui, parfois on entend même ces mêmes personnes dire le contraire? Vous savez, les interprétations ou les commentaires des politiques varient. Et il y a eu beaucoup de variétés. Vous vous souvenez que c'est une saine appréciation ou des réalités du moment? Non, les interprétations varient en fonction du moment. En même temps que vous me donnez l'interprétation de M. Cissé Bakongo, moi je peux vous donner l'interprétation de M. Affi N'Guessan, qui nous disait aussi, il n'y a pas si longtemps, que cette constitution, au moment où on mettait en place en 2016 cette constitution, qu'elle allait favoriser la candidature du président Alassane Ouattara, parce que c'était une nouvelle constitution. Le même aujourd'hui dit que cette même constitution ne permet pas au président d'être candidat. Donc c'est pour vous dire qu'on peut, en fonction des intérêts politiques, avoir des interprétations les plus larges possibles. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut s'en tenir au juge constitutionnel et qu'on tourne la page rapidement pour qu'on puisse aller vraiment à l'essentiel. Au-delà de la Constitution, il faut aller aux élections. Et notre candidat, en tout cas ce qui nous concerne pour le RHDP, ça sera le président Alassane Ouattara. Parce que nous avons un bilan à défendre. Nous avons des réalisations, nous avons des perspectives pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens attendent le programme des autres. Et malheureusement, nous n'avons pas de programme. Monsieur le ministre, pour l'instant. Enfin, nous espérons qu'ils arrivent, ce programme. Je vous rappelle que nous sommes bientôt à 12 semaines des élections. Ils ont peut-être leur stratégie, monsieur le ministre. Bon, mais la stratégie, il ne faut pas cacher ce que vous voulez faire aux Ivoiriens. Nous, ce que nous avons fait pour les Ivoiriens est visible. Ce que nous comptons faire pour les Ivoiriens est perceptible. Donc, nous attendons simplement que nos adversaires viennent sur le terrain des programmes, que nous puissions donc confronter nos idées. Et je peux vous assurer que de ce point de vue, le programme et les réalisations, le bilan du président Alassane Ouattara sont inattaquables. On vous interrogera sur le bilan tout à l'heure. Alors, je vais juste revenir sur des propos qu'ont tenus le président de la République en mars 2020 lors d'une réunion du Conseil politique du RHDP. Et je voudrais le citer. Et vous me permettrez de le citer textuellement et vous comprendrez pourquoi ma question. Il a dit, si les uns et les autres savaient la charge qu'impose d'être président à partir de certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Il a raconté après comment est-ce qu'il recevait les valises à 23h du matin, tout ça. Il y a 10 ans, il avait 68 ans. Aujourd'hui, il a 78 ans. Et lorsqu'il vous dit, et je le cite encore, laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à mes enfants, à mes petits-enfants, est-ce que vous avez tenu compte de tout cela avant de lui demander de se représenter? Mais bien sûr que nous avons tenu compte de tout cela. Le président Alassane Ouattara est un homme de devoir. Un homme de devoir et d'engagement. Il aime viscéralement ce pays. Quand il a en face tous les défis qui menacent la stabilité de ce pays, quand il se rend compte que les acquis peuvent être remis en cause très rapidement, et quand il se retrouve à 12 semaines de la perte de son plus proche collaborateur qui avait été désigné par le RHDP pour être le candidat du RHDP, et quand il entend l'appel venu du pays profond, lui demandant une fois encore de faire un sacrifice ultime. C'est d'abord le cas du RHDP que l'on sait l'appel. Bien sûr, mais ça a été suivi par la suite. Mais toujours est-il qu'il a entendu ce cri de détresse de la Côte d'Ivoire profonde. Et il a compris que l'appel du pays était au-dessus de son confort personnel. Même si à 78 ans, c'est plus la même vigueur, c'est plus la même force, il s'est senti, lui-même l'a dit, fatigué. Oui, mais non, il n'est pas fatigué. Il a dit qu'on n'a pas la même vigueur, ce qui est vrai. C'est de l'anatomie. Vous ne pouvez pas avoir la même vigueur à 50 ans qu'à 78 ans. Oui, mais quand quelqu'un vous dit laissez-moi partir. Mais il a dit, mais il a dit et nous l'avons laissé partir. Il était parti. Il avait préparé sa retraite. Il allait lancer sa fondation. Il était vraiment parti. Sauf qu'il y a un cas de force majeure. À 12 semaines de l'élection présidentielle, l'homme que nous avons choisi, qui portait nos espoirs, cet homme acharné au travail, le président l'a perdu. J'ai entendu tout à l'heure sur le plateau, les 12 semaines, ça fait 2 fois que vous le répétiez. Donc pour vous, cet incident
cet accident, dans votre parti qui a emporté le Premier ministre est vraiment l'élément qui a bouleversé votre système. Tout à fait. Pourtant, vous avez quand même 30 ans de vie politique, 10 ans de gestion de pouvoir. Est-ce que finalement, ce n'est pas un aveu de stratégie politique parce que vous aurez pu prévoir un plan B, un plan C ou un plan D? Non, votre démarche de prévoir des plans A, des plans B, des plans C, cela ne fait pas partie de la culture des hommes d'engagement. Nous avons un homme qui a été choisi pour ses qualités, qui a été préparé pendant des années à reprendre le flambeau, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais vous et moi, nous ne sommes pas sûrs de ce que Dieu nous réserve le lendemain. Et c'est le destin. Mais qu'on n'est pas sûr, justement, prévoir un plan, autre plan au cas où on n'est pas là. Mais vous ne pouvez pas prévoir à 12 semaines des plans A, des plans B. On peut prévoir dans le long terme. Mais il s'agit d'une élection présidentielle d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une élection locale. Ce n'est pas l'élection du député ou du maire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous portons donc l'espérance de tous les Ivoiriens. Et pour ce faire, nous n'avons pas le droit de prendre des risques. Des risques trop grands pour la Côte d'Ivoire. À 12 semaines de l'élection présidentielle, de prendre le risque de nous fragiliser nous-mêmes et de fragiliser la Côte d'Ivoire. Et nous avons donc puisé en nous-mêmes, nous, la jeune génération, justement, autour du président de la République, en lui demandant encore de parachever ce qu'il a commencé. De parachever la formation et l'édification d'une nouvelle génération qui pourra reprendre le flambeau en des moments les plus sûrs. Même si son corps et sa famille doivent en pâtir. La famille, je vous disais tout à l'heure que le confort personnel ne peut pas être au-dessus du service de la nation quand on est un homme d'État, de la trempe du président Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, vous parlez tout à l'heure de risque. Je rebondir là-dessus. On ne peut pas prendre ce risque. De quel risque vous parlez quand vous évoquez le mot? Le risque, c'est que le pays lui-même, aujourd'hui, est fragilisé par une pandémie. Je vous indiquais tout à l'heure que notre croissance était fléchée pour être autour de 7%. Et une croissance s'accompagne toujours d'investissements structurants, s'accompagne d'investissements massifs pour le bien-être des populations, d'équipements de proximité, des équipements sociaux de base. Mais cette croissance est perdue aujourd'hui à cause de la crise de la maladie à coronavirus. Nous allons terminer l'année au 31 décembre si la crise perdure à moins de 1%. Nous pourrions même basculer dans une récession en 2021 si la crise perdurait. Il faut de la technicité pour redresser le pays. Il faut de la prévision. Il faut du coffre. Et ce coffre-là, l'homme qu'il a aujourd'hui, nous le voyons tous. Oui, mais ce ne sont pas les compétences qui manquent au RHDP. Non, mais au-delà de compétences, nous ne parlons pas de compétences. Nous ne parlons pas de compétences. Ni d'expérience. Nous parlons à la fois d'expérience face aux urgences. Mettre en place un plan de riposte sanitaire pour freiner la maladie et mettre automatiquement en place un plan de 1700 milliards de soutien économique, social et humanitaire. Il faut avoir non seulement l'expertise, la technicité, mais le portefeuille relationnel pour mobiliser toutes ces ressources. Et l'homme qui l'a fait, c'est le président Alassane Ouattara, pour stabiliser la Côte d'Ivoire et pour nous permettre justement de reprendre le développement là où il a été perturbé. Et nous avons à nos frontières des menaces terroristes, djihadistes. La Côte d'Ivoire a besoin d'être rassurée, d'être consolidée. Et cela, nous ne pouvons pas prendre le risque dont je parlais, d'aller fragiliser notre parti, fragiliser la Côte d'Ivoire et prendre le risque de basculer dans l'inconnu. Vous avez parlé de fragiliser votre parti. Est-ce qu'on n'a pas craint à un moment donné, justement, gardant la candidature du président Alassane Ouattara, on n'a pas craint, s'il n'était pas candidat, de créer une certaine fragilité au niveau de votre parti? C'est possible. C'est possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons plutôt préféré le rassemblement autour d'un homme qui est notre boussole, qui est l'inspirateur et le président du parti, donc le candidat naturel. Plus facile à remobiliser, à remettre en selle, que de faire encore des arbitrages internes qui auraient pu du temps. Sur le plateau de l'AFTAC, je vous entendais tout à l'heure dire que si le président Ouattara n'est pas au pouvoir après 2021, il y a des risques de dérive et de chaos. Ces risques viendraient de qui et où de quoi? Non, je n'ai pas dit que s'il n'est pas au pouvoir. J'ai dit simplement qu'aujourd'hui, il est mieux armé pour nous
pour ne pas nous faire prendre de risques. Ces risques viendraient d'où? Mais les risques, je les ai énumérés. J'ai parlé de risques sanitaires qu'il faut maîtriser et pour lequel il a mis en place un plan de riposte sanitaire solide et qui est performant. Nous avons un taux de létalité très faible. Après tous ces mois de crise à coronavirus, vous avez vu le taux de guérison. Nous sommes malheureusement à une centaine de morts, mais nous avons mis en place un dispositif pour contenir la propagation de la maladie. Et c'est l'occasion de réitérer l'appel. La santé de tous dépend de la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous devons donc respecter les mesures barrières. Le second risque, lui, il nous pend au nez. C'est le risque sécuritaire que peut faire courir notre pays si jamais nous ne sommes pas très vigilants. Nous avons eu récemment l'attaque de Kafolo, Bac. Et nous avons déjoué tellement d'attaques que nous ne pouvons pas vous effrayer en vous les rappelant. C'est pour vous dire tout simplement que la Côte d'Ivoire est au travail et la vigilance est accrue. Hier, notre pays, vous vous souvenez que notre pays était défiguré. En 2010, au sortir de la crise post-électorale, tous les clignotants de la Côte d'Ivoire étaient au rouge. 9 ans après, nous avons un pays sécurisé, un pays rassemblé, un pays où vous pouvez prendre votre voiture ce soir et aller à Korogo. Mais justement, Monsieur le ministre, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Monsieur le ministre, pour revenir au mot risque, aujourd'hui, certains Ivoiriens se sont inquiétés à l'annonce de la candidature qu'il y ait, on en parlait tout à l'heure, quelques frictions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, parce que forcément, on est en train, pour certains, dans leur analyse, en train de revivre un remake des élections avec, si éventuellement, une candidature du président Rico Nambédié, du président Alassane Ouattara, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce remake-là avec ses conséquences, avec ses dérives? Non, je voulais vous rassurer que le contexte de 2020 n'est pas celui de 2010. Le contexte de 2020 est un contexte apaisé. La Côte d'Ivoire a des institutions qui fonctionnent, a une armée républicaine. La Côte d'Ivoire avance. Et les Ivoiriens ont tourné la page. En 2015, l'élection s'est bien passée. Tout s'est très bien passé. Et en 2020, l'élection se passera correctement, le 31 octobre au soir. Mais ce qui est normal, à la veille d'une élection, c'est normal que les gens donnent de la voix. Ça fait partie de l'animation politique et citoyenne. Mais nous ne pouvons pas accepter de dérive. Et aucune dérive ne sera acceptée, notamment la destruction des biens et des personnes. Non, il faut simplement que chacun vienne aujourd'hui avec son programme. Je vous indiquais tout à l'heure que nous avons un bilan. Et le bilan, les Ivoiriens le voient. Les Ivoiriens, dans nos campements, dans nos villages, voient ce qui a été fait de grand et de beau. Là où il n'y avait pas d'eau potable, il y a des châteaux d'eau, il y a des écoles, il y a des universités. Nos mamans, nos femmes qui recherchaient des activités génératrices de revenus ont aujourd'hui le FAFSI pour l'autonomisation des femmes, même les jeunes. En vous entendant, Monsieur le ministre, tout a été fait bien. Non, tout a été fait, beaucoup reste encore à faire. Notamment. Et c'est pour cela que le RHDP veut toujours tenir l'ouvrage pour l'améliorer, le perfectionner, pour le bonheur des Ivoiriens. Dans votre bilan, quand vous faites le bilan, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Mais tout ne peut pas bien marcher dans un bilan. Mais attendez, il appartient aux Ivoiriens de nous le dire, mais nous le savons, que nous aurions pu faire plus pour l'école. Nous aurions pu faire plus pour l'électrification. Nous aurons dû faire plus pour la santé. Donc, tout est à parfaire. Tant que le pays vivra, il faudra toujours faire un peu plus. Certains disent qu'on n'est pas réconcilié. Bon, mais effectivement, quand on parle de réconciliation, ça devient maintenant l'arlésienne. On prononce la réconciliation comme si c'était quelque chose qui devait être d'une génération spontanée. Mais non, la réconciliation d'abord, c'est un processus. Vous voyez, j'ai votre tasse devant moi. Si je la laisse tomber, la tasse, elle va se briser en petits morceaux. Mais pour la refaire, c'est difficile de constituer une tasse une fois qu'elle se brise. Pourtant, c'est facile de l'utiliser. C'est pareil pour la réconciliation. La réconciliation, c'est un processus humain. Quand il y a eu des déchirures, quand il y a eu des rancœurs, quand on a inoculé le virus de l'ethnicisme, qu'on a inoculé, quand il y a eu des morts, ça laisse des traces. Et pour reconstituer tout cela, il faut prendre le temps, c'est un processus. C'est pour cela que le président de la République, quand il a accédé à la magistrature suprême de notre pays, a mis en place la CONARIV, a mis en place la commission dialogue, la CDVR. Mais tout ça, ce sont des processus.
Pourquoi est-ce qu'il a amnistié pratiquement toutes les personnes qui avaient été condamnées, les personnes civiles qui avaient été condamnées lors de la crise post-électorale? Il reste encore des démarches à faire pour aller un peu plus loin. Mais c'est un processus. Dans ce processus, il faut penser aux victimes. Je vous entends tout à l'heure parler de dialogue comme étant une marque de fabrique de votre parti, le dialogue, cette marque de fabrique. Pourquoi est-ce que depuis longtemps, il n'y a pas de dialogue direct entre M. Ouattara et M. Gbagbo, par exemple? Dialogue direct, je ne comprends pas bien le sens de votre question. Parce que le dialogue, c'est avec tous les Ivoiriens. Donc, M. Gbagbo Laurent. Il n'a jamais été exclu. Le FPI n'a jamais été exclu du dialogue qui a été... Non, je ne parle pas du FPI, le parti, je parle de celui que M. le Président appelle son frère. Mais c'est son frère. Le dialogue n'a jamais été rompu avec tous ses frères en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été non plus tenu. Il n'a pas été tenu. Non, le dialogue n'a pas été rompu. Je peux vous donner l'assurance que le rapport a été maintenu, le dialogue a été maintenu à tous les niveaux, avec tous les Ivoiriens. Vous n'avez pas noté le retour massif des Ivoiriens qui étaient exilés au Ghana. Ils sont rentrés. Il n'y a pratiquement plus d'Ivoiriens à l'étranger. Je dis pratiquement plus. Donc il reste encore quelques Ivoiriens de façon résiduelle, mais qui tardent à venir, mais ils vont venir. Et tous ceux qui pensent qu'ils ont encore des choses à se reprocher ont peut-être un peu peur, mais nous sommes pour la cohésion sociale. Il y a un ministère dédié à cela qui a travaillé au retour des Ivoiriens. Donc le dialogue n'a jamais été rompu, parce que nous savons que le dialogue, c'est l'âme des forts. Ce qu'on reproche en général au président africain, c'est qu'au bout du compte, de rester accroché au pouvoir. Et la Côte d'Ivoire, selon les observateurs, était sur la voie de donner une belle leçon de démocratie. Quelle image aujourd'hui croyez-vous qu'on renvoie aux yeux de l'Afrique et du monde? Non, l'image que nous pouvons renvoyer aux yeux du monde, c'est que nous sommes un pays qui a été défiguré, qui en si peu de temps s'est reconstruit. C'est reconstruit et vous voyez autour de vous que beaucoup de touristes qui venaient en Côte d'Ivoire... Je parle plutôt dans l'alternance démocratique. Non, mais l'alternance démocratique, ce sont les populations qui votent. Parce que si nous avions voté avec notre candidat, Amadou Gon Coulibaly, il aurait été élu. Vous parlerez donc d'absence d'alternance démocratique, mais c'est le peuple qui choisit. Donc si nous avons travaillé pour le développement de la Côte d'Ivoire, les populations nous le rendent en nous confirmant dans nos charges, vous ne pouvez pas parler d'alternance démocratique. L'alternance démocratique se vit quand le peuple fait confiance à une nouvelle classe politique. Mais aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas d'alternative crédible, à part le RHDP. Mais ouvrez les yeux, nous sommes à 12 semaines des élections, les populations n'ont aucun programme de nos adversaires. Et s'il arrivait par exemple qu'au soir du 31 octobre, le RHDP perdrait les élections, est-ce que vous reconnaîtriez votre défaite? Attendez, c'est une hypothèse qui n'est même pas envisageable. Que vous n'envisagez pas? Non, mais on ne peut même pas l'envisager. Je peux vous dire, je vais dire mathématiquement. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour les parrainages. Je vais vous donner un exemple assez simple. Pour les parrainages. Nous avons décidé d'aller au-delà des 1% réglementaires par région. Nous nous sommes fixés de démontrer notre capacité de mobilisation. Et moi, je vous donne l'exemple de chez moi. Je suis à 25 400 parrainages. 25 400 parrainages. Pensez-vous que je peux perdre les élections chez moi? Ce n'est pas possible. Et moi, je parle d'une... Ceux qui parrainent ne sont pas forcément des électeurs. Mais moi, on est bien d'accord. Mais ceux qui parrainent ont déjà prévoté. Je peux vous donner l'assurance que ceux qui ont parrainé, ce sont nos sympathisants et nos électeurs, que moi, je côtoie tous les jours. Je vous rappelle que moi, je suis maire depuis 20 ans. Le parrainage n'est-il pas secret? Le parrainage n'est pas secret? Non. Mais non, pas du tout. Parce que moi, je collecte les parrainages. D'accord. Pour le compte de mon candidat. Donc vous savez qui a parrainé? Mais je suis en contact avec mes concitoyens qui décident eux-mêmes. Parce qu'ils ont attendu l'annonce de la candidature du président. Je suis débordé des parrainages. Donc chez vous, vous savez exactement qui a parrainé sur les listes? Naturellement. Mais attends, c'est spontané. Et je peux vous dire qu'en regardant ce que je vois à mon humble niveau, quand je le projette dans des zones qui sont des zones qu'on peut caractériser de fief du RHDP, je peux vous assurer que nous allons faire un raz de marée le 31 octobre au soir. De nombreux Ivoiriens et habitants de la Côte d'Ivoire se voient déjà plier bagages, partir du pays, lorsqu'ils regardent un peu l'ambiance et l'atmosphère. Que fait et que dit le gouvernement pour les rassurer? Mais nous disons que les élections vont bien se passer. Ceux qui veulent effrayer les Ivoiriens brûlent des pneus, donnant l'impression qu'il y aura un remake de 2010 pour que les gens soient affolés. Mais en fait, en faisant cela, ils veulent beaucoup plus effrayer la communauté internationale.
Parce que les Ivoiriens sont chez eux, personne ne va plier bagage. Nous sommes là et nous ne bougerons pas de notre pays pour faire plaisir à ceux qui veulent nous effrayer. Les Ivoiriens aspirent au calme, au développement et à la paix. Les Ivoiriens ne sont pas destinés à fuir leur pays. Personne ne pliera bagage pour faire plaisir à ceux qui pensent que nous devons rester dans la peur. Nous sommes un gouvernement responsable. Et le président de la République l'a dit et l'a répété. Le 31 octobre, il y aura l'élection présidentielle. Les Ivoiriens iront voter dans la sérénité et dans le calme. Il n'y aura pas de bang-bang, comme on le dit. Il n'y aura pas de trouble. Celui qui veut aller voter ira voter, et ceux qui veulent empêcher les autres d'aller voter seront mis hors d'état de nuire. Parce que nous ne pouvons pas permettre que la Côte d'Ivoire retourne dans le spectre de la violence politique. Vous parlez de dialogue. Vous avez dit tout à l'heure que le dialogue n'avait pas été rompu. Quelles actions concrètes ont été posées pour pouvoir nous rassurer que ce dialogue n'a pas été rompu? Mais la preuve, je vais vous donner l'exemple de tous ces Ivoiriens qui sont rentrés. Vous pensez qu'ils se sont levés un matin au Ghana et sont montés dans des cars pour rentrer à Abidjan? C'est parce qu'il y a eu un dialogue, il y a eu des émissaires pour leur parler, pour les rassurer. Et quand ils sont rentrés au pays, ils ont été réintégrés avec solde à la fonction publique pour ceux qui étaient fonctionnaires. Donc c'est pour vous dire que le dialogue, ce n'est pas l'affichage de ce que vous voyez, mais c'est ce qui se fait dans le calme, dans la discrétion et dans l'efficacité. Justement, une question d'Ivoirien, parce qu'aujourd'hui, on se dit que, comme vous êtes ministre des Sports, je vais prendre un domaine que vous connaissez bien, entre la SEC et l'Africa, on peut estimer que les supporters peuvent ne pas être d'accord, mais que les joueurs, entre eux, se rencontrent, ils se voient même à l'équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que le président Ouattara rencontre ou discute avec, par exemple, le président Bédié pour trouver des solutions pour la Côte d'Ivoire? Mais attendez, vous imaginez qu'ils étaient ensemble il n'y a pas si longtemps? Il y a quelques mois. Ils étaient bien ensemble. Est-ce qu'ils discutent? Mais ils discutent. Ils discutent avec tout le monde. Et nous discutons nous-mêmes avec nos amis de l'opposition, nos frères même de l'opposition. Ça, je peux vous donner, ce n'est pas un secret que nous discutons. Nous nous retrouvons dans les baptêmes, dans les mariages, dans les funérailles. Et c'est là-bas que vous discutez la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire, c'est ça. Elle vit partout. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement des discours politiques. La Côte d'Ivoire, c'est le brassage des populations. Et je peux vous assurer, parce que je suis un élu local. Comme je rappelais tout à l'heure, j'ai été élu pour la première fois conseiller municipal en 1990. En 1995, j'étais adjoint au maire et depuis 2001, je suis maire. Donc j'ai 3 décennies d'approche, de proximité avec les populations. Les populations ne sont pas divisées. Dans nos cours communes, chez nous, les populations vivent sans faire de distinction entre les musulmans et les chrétiens. Vivent et se marient tous les jours. Moi, je signe les actes de naissance tous les matins avec des noms que vous ne pouvez pas imaginer. Des Ogbo qui ont épousé des Kwasi, des Yeo qui ont épousé des Kofi. Mais c'est tous les jours que moi je signe ces actes. La Côte d'Ivoire vit un brassage fécond. Et tous les mariages que je fais, souvent les samedis, récemment encore, j'ai marié un jeune Aladjan qui allait chercher son épouse dans l'ouest montagneux et qui avait comme témoin un Tambana. Bon, moi, quand je vous écoute, mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Quand je vous écoute, monsieur le ministre, j'ai vraiment l'impression qu'on peut dormir tranquille, qu'il n'y a aucun problème en Côte d'Ivoire, que tout se passe bien, qu'on ira aux élections. Il y a plusieurs niveaux de problèmes. Oui. Les populations sont déconnectées souvent des joutes politiques engagées par les politiciens. Mais malheureusement, ce sont ces populations qu'on retrouve dans la rue. Ce n'est pas les populations qu'on retrouve dans la rue. C'est une partie de personnes souvent militantes et qui, malheureusement, n'ont pas fait le deuil de la revanche, le deuil de la volonté d'en découdre. Ceux-là, ils ont besoin de se faire entendre? Ils ont besoin de se faire entendre. Ils ont besoin d'être entendus aussi. Ils ont besoin d'être entendus et ils ont besoin souvent aussi d'apaiser leur cœur. Parce que la Côte d'Ivoire avance et avancera. Donc, chacun a vécu des frustrations. Tout le monde a vécu des moments difficiles pendant la crise post-électorale. Et donc, nous ne pouvons pas rester sous nos frustrations pour engager le pays dans l'aventure. Nous devons, à un moment donné, dire que le pardon doit nous aider à avancer. Monsieur le ministre, on va terminer avec cette question dans la cour RHDP, beaucoup sont partis.
l'UDPCI est parti, certains membres forts de ce parti-là, ce groupement politique sont partis. Avec quel RHDP aujourd'hui allez-vous dans la bataille politique? Mais vous m'amusez. Le RHDP est l'appareil politique le plus puissant en ce jour. Oui, mais beaucoup de personnes les départs dont vous parlez, non, certaines personnes sont parties, pas beaucoup de personnes. Rien, je peux vous donner l'assurance, parce que hier, le directeur exécutif du RHDP, le ministre Adama Bitogo, a rencontré tous les élus, maires, députés, sénateurs. Tout le monde est en place. Oui, mais il y avait des icônes au sein du RHDP. Mais attendez, j'arrive. Allez-y. Je vous dis... Je ne veux pas intervenir, mais je crois qu'il faut aller vite, parce qu'on va finir l'émission. Non, je voudrais vous dire qu'il y a eu des personnalités qui sont parties, mais des personnalités au niveau du gouvernement. C'est ce qui fait leur connaissance. Vous les connaissez parce qu'elles sont... Elles dirigent des partis politiques. Non, il y a un seul qui dirige un parti politique qui est parti. Vous n'allez pas le citer, vous le connaissez. Mais, non, pour nous, mais pour nous, il ne représente pas tout son parti. Parce qu'une bonne partie de son parti est restée en place. Les militants sont là. Et nous connaissons ceux qui sont partis, c'est vraiment marginal. Et je peux vous dire, vous le verrez. On va terminer avec ça, monsieur le ministre. Vous verrez que ceux qui sont partis, en réalité, ne sont pas l'ossature, le socle du RHDP. Le RHDP lui-même est en ordre de bataille. C'est une machine qui s'est mise en route et vous allez voir, dans les prochains jours, son déploiement sur le terrain. Bien noté. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous pour cette émission. On vous retrouve certainement sur un autre plateau pour d'autres idées. C'est moi qui voulais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler du RHDP, de parler du président Alassane Ouattara, de sa candidature qui est sous espérance pour les Ivoiriens. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet After Talk. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre After Talk. Et puis demain, déjà sur le plateau du Live Talk avec tous nos chroniqueurs. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde.